Ok, donc on va aller parler aujourd'hui de Ernst Haeckel. Ernst Haeckel qui est un écologue. Tu travailles. Ah, nice. Alors attendez, laissez-moi voir ça. Si je vais ça, évidemment, on va sur Services tout de suite. Donc ça dégage. Voilà. Donc Ernst Haeckel. Donc première chose qu'on va aller faire, c'est déjà voir qui est cette personne. Ernst Haeckel. Alors par contre, tout mon ordinateur est en train de laguer. C'est insupportable. J'avoue que je sais pas comment ça va fonctionner. Je pensais que c'était réglé ça, mais ok, super. Alors Ernst Haeckel, pourquoi est-ce qu'on avait parlé de Ernst Haeckel la dernière fois? C'est parce que on avait un petit peu, on avait parlé un petit peu de plein de choses, notamment sur l'écologie. Et il se trouve qu'en écologie, c'est une science qui est quand même assez jeune, on va dire ça comme ça. Et il y a eu pas mal de gens qui ont fait l'écologie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc en termes de gens, on a aussi des gens qui ont qui se sont intéressés aux bases de l'écologie, mais aussi à des théories un peu plus avancées, on va dire là-dessus. Et là, alors attention, disclaimer, ce sont des gens qui sont aussi dans leur temps. Ce sont des choses qui ont fait, des gens qui ont fait aussi de la science dans le temps. Donc, on sait très bien que, par exemple, dans l'époque de Darwin, par exemple, il y avait énormément de gens qui étaient misogynes, qui étaient racistes. C'est parce que bah, c'était aussi la société qui était misogyne et raciste. Donc, je n'enlève absolument rien aux horreurs que c'est. Et c'est dans notre aujourd'hui, tout ça doit disparaître. Mais rappelez-vous que quand on regarde l'histoire, il faut regarder ça aussi avec le prisme de qu'est-ce qui se passait à l'époque. Donc gardez en tête que lui, il est né par exemple en 1834 et il est mort en 1919. Donc c'est fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc on est dans une époque qui est pas autant progressiste que nous pourrions dire aujourd'hui. Donc gardez ça en tête. Je vois aussi des choses qui me plaisent pas tant que ça sur sa biographie, donc on va aller un petit peu regarder en plus en détail. Mais voilà, donc Ernst Haeckel, c'est un libre penseur, un biologiste allemand qui est né à Potsdam en 1834 et mort à Iéna en 1919. Il s'est fait connaître, alors d'après Wikipédia, mais vous inquiétez pas, on va aller dans le détail, mais d'abord on commence par Wikipédia parce que c'est un petit peu la porte d'entrée de tout ça. Il est donc un biologiste qui a fait connaître les théories de Charles Darwin en Allemagne et a développé une théorie des origines de l'être humain. Et d'après ce que je vois après en bas, ça me plaît un petit peu moins. Mais bon, allons-y avec l'esprit ouvert et notre sens critique de scientifique. Attention. Alors Haeckel était médecin puis professeur d'anatomie comparée et fut l'un des premiers scientifiques qui comprit la psychologie comme une branche de la physiologie. Il participa également à l'introduction de certaines notions de la biologie moderne comme celle d'embranchement ou d'écologie et c'est exactement ça qui nous intéresse. C'est exactement ses contributions à l'écologie et à la taxonomie. Haeckel désigna également la politique comme la biologie appliquée. Il esquissa sur des bases scientifiques l'idéologie Weltanschauung du monisme, je ne sais pas parler allemand, je m'excuse, hein, Weltanschauung du monisme et fonda le 11 janvier 1906 le Deutscher Monistenbund, Union moniste allemande. Qu'est-ce que c'est que le monisme? Et la position philosophique qui affirme l'unité indivisible de l'être. Dans son expression moderne, il soutient l'unicité de la substance qui compose l'univers. Oula. L'unité fondamentale du cosmos et de l'univers qui rend la matière et l'esprit indissociables. Le monisme, donc. D'accord. Est-ce que ça veut dire que si on n'est pas moniste, on est démoniste? Ah, allez, allez. Alors, Ernst Haeckel contribua beaucoup par ses écrits à la diffusion de la théorie d'évolution, puisqu'il était évidemment contemporain de Charles Darwin. Il passe pour un pionnier de l'eugénisme. Ah, ça par contre, c'est moins sympa. Bien qu'il n'ait eu lui-même aucune conception eugéniste, car il escomptait, confiant dans les projets dus à l'évolution, un plus grand développement et aucunement une dégénération. Ouh là là, alors là, on s'intéresse un peu à des choses qui sont pas très sympas. Comme d'autres organisations de libres penseurs, l'Union moniste allemande fut interdite en 1933 par les nazis. Les idéologues nazis ont utilisé des extraits de ces écrits comme justification de leur théorie raciste et du darwinisme social. Mais en même temps, ils ont déclaré que les éléments essentiels de la vision du monde de Haeckel étaient incompatibles avec le point de vue du national-socialisme. Ah, sympa. Ok, donc on commence samedi, on a déjà un point Godwin. Allez hop, c'est parti. Sa mémoire est entachée par l'usage qu'il fit de dessins frauduleux pour mieux appuyer sa théorie de la récapitulation. Ok, donc c'est un personnage controversé, dirons-nous. La récapitulation est une théorie en biologie de l'évolution du développement développée par
Ernst Haeckel en 1866, selon laquelle l'ontogénie d'un organisme passe par des stades représentant les espèces ancestrales de celui-ci. Ah, ah ok, d'accord, ça me dit quelque chose ça. Alors, première chose, on parle d'eugénisme ici. Donc eugénisme, c'est un courant philosophique mais, j'ai envie de dire scientifique, mais c'est un peu vrai, c'est scientifique, qui est horrible, hein, parce que le but de l'eugénisme, c'est de sélectionner des êtres humains parfaits. Enfin, c'est faire de la sélection dans la population humaine pour favoriser des gènes, pour favoriser des comportements, etc., etc. Donc, quand on commence à parler de ça, c'est pas génial parce que on fait pas de sélection dans la société humaine, on fait pas ça. Ça, c'est pas possible. En tout cas, actuellement, on le fait pas et à mon avis, ce n'est pas très désirable de le faire. Ceci étant dit, l'eugénisme, c'est des choses qu'on voit aussi d'une autre façon quand on fait de la sélection au niveau animal, notamment pour la consommation, au niveau des plantes et tout ça et tout ça. Donc, on va dire que c'est une pensée qui est quand même décriée et qui est à prendre avec des pincettes. Donc d'un point de vue scientifique, ce sont des choses qui sont juste, vous prenez des individus, vous faites attention à la façon dont ils vont se croiser, se reproduire, vous sélectionnez des caractères désirables et à la fin, les gènes qui sont reliés à ces caractères sont plus fréquents dans la population et donc dominants par rapport au reste que vous avez moins sélectionné. Et petit à petit, ça va être évidemment la sélection. Mais là, pour le coup, c'est un peu une sélection biaisée, hein, vous m'avez compris, qui va justement modifier votre population. Donc évidemment, l'eugénisme, c'est une notion qui a été prise par les nazis et par tout un tas d'organisations d'extrême droite ou autres affiliations politiques pour justifier des idéologies horribles. Donc, attention, hein, vous me connaissez, vous savez très bien que moi je prends ma casquette de scientifique, parce qu'en tant que scientifique, on n'est pas là pour juger, mais en tant que personne, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ces idées-là, hein. Mais prenons notre casquette de scientifique, essayons un peu de comprendre qui est cette personne et comment est-ce qu'il est arrivé là. Notamment, moi ce qui m'intéresse dans justement ce qu'il a fait, c'est surtout ses contributions pour la biologie moderne. Donc, quand on va parler d'embranchement. Donc, Ernst Haeckel, c'est une personne que vous allez voir très souvent dans la taxonomie. Quand vous allez voir justement des noms d'espèces, vous allez voir que souvent Haeckel est associé à un nom d'espèce. Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Donc, on va aller un peu plus dans le détail. Donc, il était né, il est prusse, donc évidemment à l'époque où la Prusse existait, et il est mort en République de Weimar à Iéna à 85 ans. Donc, il a obtenu un doctorat en médecine, voilà. Puis, il obtint son autorisation d'exercer la médecine. Il fréquenta un cours de biologie marine dans la baie de Naples en Italie avant de revenir en Prusse pour exercer la médecine. Hein, ouais, à l'époque, c'est vrai que quand tu étais érudit, quand tu étais savant, tu faisais beaucoup de choses et pas forcément que on va dire une seule discipline, on dira ça comme ça. Donc, il obtint son habilitation. Donc, il a fait quand même beaucoup de choses dans sa vie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il a des liens politiques? Non, non. Alors, il a une activité politique. Il fut membre de la Ligue pan-germanique et devint en 1905 membre d'honneur de la Société pour l'hygiène de la race. Oula, ah ouais. Ok, d'accord. Donc, on va dire que c'est une personne qui a quand même un passé sombre, selon notre vision moderne de l'histoire. Voilà. Afin de répandre son idéologie moniste, il fonda en 1906 l'Union moniste à l'Institut de zoologie de Iéna. Ouais, ok. Bon. Oui, d'alentir, merci. Ok, donc ouais. Bon, on va aller sur d'autres choses, on va dire que sa vision moniste, parce que ça, on va pas mentir que c'est pas très jojo et c'est pas le point d'aujourd'hui. Alors, les idées de Haeckel eurent une grande influence sur l'histoire de la théorie de l'évolution. Il est considéré comme le père de l'écologie, discipline qui cherche à étudier les rapports entre un organisme et son environnement, et le créateur du terme écologie en 1866. Rien que ça. Donc, même si c'est une personne avec un passé qui est quand même pas très jojo, il a quand même une influence majeure sur l'écologie, sur la science, et c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, on n'est pas en train de cancel complètement Haeckel, attention,
C'est juste, je maintiens juste qu'il est très important de garder un regard objectif et de se rappeler que cette personne est aussi un produit de son temps. Voilà. Donc gardez ça en tête. Et je vous laisse évidemment avec votre sens critique pour comprendre tout ça. Alors, écologie. Ce mot vient du grec ancien oikos, signifiant demeure, station, milieu. Pour lui, l'écologie, donc oikos, écologie, suivant sa propre graphie, évidemment, désigne l'étude des relations unissant les organismes vivants. Ouais, Minilou, ouais, gardez votre sens critique, gardez votre sens ouvert, on est juste là pour les contributions scientifiques. Mais attention, voilà. Alors, donc l'écologie désigne l'étude des relations unissant les organismes vivants. Donc Haeckel décrivit des centaines de nouvelles espèces, inspirées par le linguiste August Schleicher, avec qui il était ami à Iéna. Il introduit l'arbre phylogénétique pour la représentation de l'écologie dans la biologie. Haeckel proposa le premier l'idée de l'origine commune de tous les organismes. Il tenait d'ailleurs pour certaine la filiation à 3 groupes. Ok, c'est très intéressant. On va aller voir un petit peu plus en détail tout ça. Donc attends, arbre phylogénétique, je garde. Ouais. L'un de ses ouvrages, Les énigmes de l'univers, fut publié à 400 000 exemplaires et traduit dans de nombreuses langues. Certains de ses ouvrages, tels que Kunstformen der Natur, formes artistiques de la nature, en 1904, sont ornés de magnifiques illustrations. Ah oui. Oh, c'est joli ça. C'est effectivement très très joli ça. Stéphéoïda. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des radiolaires, évidemment. Évidemment. Oh là là, c'est joli ça, effectivement. Donc si tout le livre est avec ces belles illustrations, c'est vrai que ça doit être classe. Les radiolaires, ce sont des organismes microscopiques qu'on va trouver dans l'eau en général, qui ont des formes un petit peu squelettes comme ça. Alors, radiolaire, est-ce que c'est de la silice ou du calcaire? Laissez-moi voir 2 minutes. Je me souviens plus. Là, c'est des protozoaires, donc comme je disais, des organismes unicellulaires qui ont une capsule divisée en 2 en place, avec squelettes minéraux. Voilà, c'est ça. Squelettes minéraux, mais je ne me souviens plus quel minéral. Euh... hmm. Est-ce que c'est du calcaire ou de la silice? Je crois que c'est du calcaire en vrai. Ouais, c'est du calcaire. Et vous voyez les illustrations d'un séquel, donc il semblerait que M. Haeckel ait beaucoup travaillé sur les radiolaires. Voilà. Donc ça, c'est sûr que si vous regardez ça au microscope, vous avez la possibilité de voir beaucoup, beaucoup de belles choses. Alors, donc tac. Non, attends. L'un de ses ouvrages, c'est lui qui imagine la création d'arbres des organismes afin de montrer de façon pédagogique des exemples de l'évolution. Il est également à l'origine de la théorie de la récapitulation, de la phylogénèse par l'ontogénèse, qu'il propose dans son livre de 1866, Generelle Morphologie der Organismen. Donc morphologie générale des organismes, j'imagine. Aujourd'hui controversée, ah oui, ça, un peu mon neveu. Cette théorie soutenait l'idée selon laquelle l'histoire d'un développement individuel, ontogénèse, était la récapitulation sur une courte période de l'histoire anatomique de l'espèce, phylogénèse. Ainsi, un organisme récapitulait tous les stades de l'évolution qui ont précédé son ontogénèse de l'œuf au stade adulte, et qu'elle a émis aussi l'idée que l'origine de la vie fut déterminée par des facteurs physiques et chimiques comme la lumière, la présence d'oxygène, l'eau et le méthane. Bon, alors point pause. Ce qu'il appelle la théorie de la récapitulation, c'est aussi une théorie selon laquelle, effectivement, quand vous êtes au stade d'embryon, vous auriez une présence de tous les stades avant l'arrivée du stade adulte, on va dire ça comme ça. Mais ça se fait se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un stade, d'une part, et ça voudrait dire aussi que, par corollaire, que le stade adulte humain est le stade terminal, le stade le plus avancé, le stade le plus évolué. Hein. Vous voyez, tout ce genre de superlatifs-là. Donc ça, non, c'est faux, déjà. Et donc, c'est pas vraiment. Ça a été démontré que non, du coup, non. On passe de 1 cellule à 2 cellules, puis 4 cellules, etc. Et l'embryon se construit petit à petit pour former justement un bébé qui va naître suivant un plan de développement particulier. Ceux qui ont étudié un petit peu comment on appelait ça déjà? L'ontogénie, enfin la création finalement d'un embryon et le développement jusqu'à son accouchement. Vous pouvez vous rappeler que l'embryologie, c'est ça. Vous pouvez vous rappeler qu'il y a quand même beaucoup de stades qui passent justement depuis la cellule œuf jusqu'à l'embryon, puis le fœtus, puis le nouveau-né.
et à aucun moment on ne voit justement un petit, je veux dire, par exemple, on pourrait voir des singes, on pourrait voir des poissons, enfin tout le récapitulatif de notre espèce qui passe là-dedans pour arriver à un point qui serait le plus évolué, qui serait l'être humain. Donc non, ça marche pas comme ça. Voilà. Ça marche pas comme ça et ça a été évidemment debunk depuis un certain bout de temps, bien sûr. Par contre, le fait qu'il ait émis l'hypothèse que l'origine de la vie fut déterminée par des facteurs physiques et chimiques, ça c'est intéressant parce que du coup ça met en place aussi le côté justement, le côté écologie. Le fait que on va avoir un lien entre l'espèce, son développement, sa persistance dans l'écosystème et les variables de l'écosystème. Donc ça c'est très intéressant et c'est ça qui fait aussi l'écologie. Donc, les travaux qui firent connaître Haeckel parmi les biologistes sont principalement des monographies de biologie marine sur les radiolaires, comme vous avez pu voir ici, les éponges calcaires, les méduses et les siphonophores. Oh, j'aime ce que j'entends. J'aime ce que j'entends. Donc, calcaria, les éponges calcaires, bien sûr. Vous voyez encore des belles illustrations là-dessus. Il me semble qu'on en avait déjà peut-être un petit peu parlé, mais au pire, non. Si tu veux, Toki, tu peux mettre ça dans la longue liste. On pourra parler des éponges calcaires, parce que ça, c'est le fun aussi. J'ai des très très belles choses à dire là-dessus. Donc les radiolaires, on en a parlé. Et on a aussi vu les méduses. Ça, par contre, on en a déjà parlé, évidemment. Et les siphonophores. Siphonophores, ce sont des organismes coloniaux qu'on va trouver un peu partout aussi dans l'eau marine, principalement. Et c'est un embranchement dans les cnidaires. Mais eux, à la place d'avoir des méduses qui sont, on va dire, solitaires, eh bien, ceux-ci vont former des mégastructures et vivre en colonies de petits polypes, mais qui nagent comme ça. Voilà, donc on se rappelle que ce sont des organismes qui sont prédateurs avec des petits cellules harpons. Donc gardez bien ça en tête que si vous voyez des choses comme ça, c'est peut-être pas forcément bon pour votre peau. Voilà, pour votre santé en général. Alors, ces travaux lui permirent d'obtenir un poste de professeur d'université. La chance. Oui, mais à l'époque, c'était différent qu'aujourd'hui. Puis plus tard, une chaire de zoologie à Iéna. Très travailleur lors de la description des radiolaires accumulés par l'expédition britannique Challenger. Ah, ça, vas-y, Toki aussi, si t'es là, il faut qu'on en parle de Challenger. Ça, j'ai envie de faire tout un pan sur les grandes expéditions océaniques de l'époque. Il nomma plus de 3500 nouvelles espèces. Sa partie du rapport de l'expédition Challenger regroupe 3 volumes avec 2750 pages et 140 planches détaillées de ces fragiles organismes. Haeckel n'était pas seulement un grand chercheur, mais aussi un dessinateur talentueux. Les représentations et planches de sa main impressionnent par leur fidélité à la nature et leur qualité plastique. Ça, je suis bien d'accord. En raison de l'abondance des espèces représentées, ces planches gardent encore aujourd'hui un grand intérêt scientifique. Et après 1859, Haeckel prit connaissance des idées de Darwin sur l'origine des espèces. L'ouvrage de Haeckel, donc Generelle Morphologie, est un travail historique qui marque le début de nombreux ouvrages de synthèse sur différents domaines de la biologie, à la lumière de la théorie de l'évolution. Après la morphologie générale, Haeckel commença à publier des ouvrages de vulgarisation pour un public de profanes, en adaptant souvent ses cycles de conférences. Ok. Celle-ci parlait de la théorie d'évolution pour aborder les aspects scientifiques aussi bien que philosophiques qui sont intimement liés dans les conceptions monistes des choses. Voilà, parce que du coup, évidemment, à l'époque, quand vous faites de la vulgarisation, c'est aussi pour propager des idées. Parce que rappelez-vous que en 1890, donc fin du 20e siècle, fin du 19e siècle, début du 19e, du 20e, on va pas se mentir que la science est quelque chose pour l'élite. Hein. C'est pas passé à très très loin d'ailleurs que la langue de la science reste le latin et que du coup ce soit quelque chose qui soit seulement pour ceux qui savent déjà faire le latin, qui savent comprendre le latin et écrire le latin. Ce qui fait que la population en général n'avait pas du tout accès à toute forme de science. Tout ce qui était université, tout ce qui était livres savants, tout ce qui était journaux savants, tout ce qui était correspondance entre chercheurs, tout ça, c'était quelque chose que les profanes, comme dit l'article, n'avaient pas accès au savoir scientifique. Donc, pour avoir accès au savoir scientifique, il y avait deux choses. Soit c'était de contacter les chercheurs directement en espérant pouvoir profiter de tout ça, soit apprendre en université, à l'école, pour des programmes qui étaient là. Et évidemment, c'était des choses qui étaient, bien sûr, pas disponibles aux femmes et à plein de gens, bien sûr. Donc, c'est vraiment pas une belle époque pour ça, mais rappelez-vous qu'il faut voir ça avec le prisme de l'époque et ne pas appliquer nos valeurs à nous dans l'histoire. Voilà. Ceci étant dit,
Haeckel, lui, il a fait un peu autre chose, comme aussi beaucoup de gens. Il a essayé aussi de propager ses idées par de la vulgarisation. Mais le problème, c'est que quand on a une idée, notamment, l'article le présente comme libre penseur. Donc c'est un philosophe, quelqu'un qui essaye de faire avancer des idées. Bah, c'est sûr qu'il va profiter de cette tribune-là pour essayer de pousser ses idées et avancer justement le côté de moniste, on va dire, là-dessus. Donc c'était pas innocent de faire ça. Gardez bien ça en tête, c'est pas innocent. Mais il a pu au moins faire diffuser des idées en biologie, et ça c'est mieux que rien quand même. Donc je vais pas aller plus loin là-dessus parce que c'est surtout cette partie-là moi qui m'intéresse, sur le fait que Haeckel, moi c'est quelqu'un que j'ai vu, je vais vous amener sur un site qui s'appelle le World Register of Marine Species, et non pas Worms, le célèbre jeu avec les vers de terre, bien sûr. Non, le World Register of Marine Species, qui est un outil de classification énorme et très très important pour nous, biologistes marins. Parce que sachez que quand on est biologiste marin, quand on fait de l'identification d'espèces et tout, eh bien, des fois, vous prenez votre espèce, vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est. Et je peux vous dire des fois, mais c'est très souvent. Donc, qu'est-ce que vous faites pour découvrir l'espèce, le nom de l'espèce de cet individu? Eh bien, vous allez aller sur des ouvrages de référence, sur des articles scientifiques, vous allez discuter avec des experts pour avoir justement assez de caractères pour identifier cette espèce. Et une fois que vous avez cette espèce, il faut ensuite que vous la mettiez dans un... Enfin, comment dire? Quand vous avez une espèce qui est marquée sur un livre, qui par exemple a été écrit en 1930, c'est pas impossible que le nom de cette espèce ait changé. Parce que depuis, il y a eu la génétique qui est arrivée, il y a eu plein de retravail sur l'identification, et forcément, bah, vous n'êtes pas assuré que le nom de votre espèce est réellement le nom d'espèce qui est actuellement en usage. Et c'est là qu'apparaît Worms, parce que Worms est un registre qui compile tout le nom d'espèces qui sont à jour. Donc, mettons par exemple qu'on va aller voir un nom d'espèce. Je ne peux pas m'empêcher de penser au jeu. Bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que quand tu appelles un truc Worms, bon voilà quoi. On va aller voir par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir comme petite espèce d'invertébré sympa? Bah la Plysia, tiens. Voilà. Donc mettons par exemple qu'on va aller voir Aplysia. Bah, quand vous regardez sur la Plysia, eh bien vous allez voir, tiens, ici il y a plein d'informations. C'est un genre, c'est un genre taxonomique, bah, voilà. Et vous avez le nom accepté, vous avez où il est placé dans sa classification, et vous avez aussi, ouais, je vais te mettre ça juste après, Monsieur Toki, je prends. Vous avez aussi l'AFIA ID, qui est un identifiant unique qui est associé à chaque espèce, et enfin à chaque niveau taxonomique qui le rend unique dans la classification de Worms. Donc je vais mettre par exemple l'espèce que Monsieur Toki a proposée. Exactement, et bah ça existe complètement, un site comme ça. Donc l'espèce que Monsieur Toki nous a proposée, Costa Ciela Kuroshimae, c'est donc une espèce, parce qu'il y a un nom de genre et une espèce, et il s'agit d'un sacoglosse. Oh, un sacoglosse, effectivement. Et si ça... Alors, il y a plein de choses dessus. On peut aller voir les attributs aussi en fonction de ce qu'on sait sur cette espèce, et on peut aller voir plein de ressources aussi externes. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très agrégateur. Et donc, Costa Ciela, c'est ce joli... Oh, joli niveau. D'ailleurs, ça ressemble un peu à un hibou, tiens. Un joli hibou comme ça, avec ces deux trucs comme ça, avec toutes les plumes. Donc, un nudibranche. Hein, j'ai l'impression que ça t'a marqué, le live du nudibranche, Toki. Donc, nudibranche. Et vous allez voir que dans sa classification, il y a plein de choses. Bah, comme avait proposé justement monsieur Ernst Haeckel, eh bien, toutes les espèces sont reliées à des ancêtres communs, à des ancêtres ancestraux. À des ancêtres ancestraux, elle est pas mal celle-là. À des individus ancestraux qui partageaient un certain nombre de caractères en commun. Et l'évolution a fait en sorte que ces caractères ont modifié, se sont modifiés avec le temps, ont été sélectionnés, ont été disparus, et ce qui fait que certaines espèces sont devenues donc des espèces parce qu'elles ne sont plus, fécondes avec d'autres individus. Ça, c'est la définition d'une espèce. Mais elle est encore débattue encore aujourd'hui. Mais donc, si vous voulez, pour classer les espèces entre elles, on a fait en sorte de regrouper des individus qui partageaient des caractères en commun dans des espèces, puis des espèces qui partageaient des caractères en commun dans des genres, puis des genres dans des familles, etc. Donc on a quelque chose qui est très 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 hiérarchique.
À des fossiles vivants ancestraux? Non, Toki. Je ne parlerai pas de fossiles vivants. C'est honteux. Je ne suis pas d'accord. Oh. Et donc aujourd'hui, on en est avec, comme je vous disais, sur cette classification du vivant avec donc des comment on pourrait appeler ça? J'en perds mes mots. Vous avez en haut des individus qui sont reliés à des ancêtres, qui eux, ces ancêtres sont aussi reliés à d'autres ancêtres, etc., etc. Donc quelque chose de très hiérarchique. Et chaque niveau que vous voyez à droite là sont des niveaux taxonomiques et ils ont été nommés formellement dans la biologie. On a des phylums, des classes, des ordres, des familles, etc., etc. Donc quand vous dites que vous êtes un phylum, vous savez que c'est quelque chose qui regroupe énormément d'espèces et d'individus. Mais si vous êtes au niveau d'un genre, c'est quelque chose qui regroupe déjà beaucoup moins d'individus. Et c'est quelque chose avec beaucoup plus de caractères, justement, pour être plus stringent, pour avoir un groupe beaucoup plus petit de tout ça. Il y a trop de classes. C'est la classe. Et d'ailleurs, pour information, ça c'est le tout premier dessin de Darwin. Ça, je l'avais vu quand j'étais allé à la maison de Darwin, justement, au musée Darwin en Angleterre. Le I think, avec cette classification, c'est sa première ébauche de l'arbre du vivant et la façon dont il a commencé à développer sa théorie d'évolution. Donc c'est un dessin que, si vous voyez ce dessin-là, c'est quand même assez classique de Darwin, je dirais. Voilà. Donc, Monsieur Haeckel, c'est aussi lui qui a popularisé ce côté justement de l'arbre pour essayer dans le cadre de ses conférences, de vulgariser au plus possible, notamment la théorie de l'évolution et la théorie des ancêtres et des espèces. Donc très très passionnant. Donc vous avez ici cet arbre du vivant qui est là. Bon là, c'est fait parce que c'est pour un public d'experts, bien sûr, donc c'est pas très, comment dire, accessible facilement. Mais vous avez pour nous quelque chose de très très facile avec justement l'espèce, le genre, la famille, la superfamille s'il y en a, l'ordre, la classe, etc., etc., jusqu'au phylum, jusqu'au règne. Voilà. Et vous avez aussi cette petite ligne très importante qui vous dit si votre taxon, donc c'est-à-dire le niveau taxonomique à lequel vous vous trouvez, donc auquel cas ici Costaciella kurushimae, qui est une espèce, est accepté ou non par la communauté. Donc là, dans ce cas, c'est accepté. Accepté. Ça veut dire que il n'y a pas eu avant de révision de ce nom et que actuellement on utilise ce nom pour désigner cet individu. Donc ça, c'est très bien. Mais on va voir que évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Et aussi très important, en plus du statut, vous avez toutes les citations taxonomiques, donc là où sont regroupées justement les informations qui ont décrit l'organisme pour la première fois. Et vous avez aussi l'historique de cette page, quand est-ce qu'elle a été modifiée et par qui. Et vous avez aussi toutes les sources, donc pour pouvoir avoir le plus d'informations possible sur cette espèce en particulier. Évidemment, il y a des espèces qui sont plus faciles que d'autres à aller voir. Mais si je retourne sur mon petit Aplysia, eh ben, on va aller voir que là, effectivement, il y a plus de choses. Et d'ailleurs, vous allez voir que si vous utilisez ce petit outil-là, si vous marquez quelque chose, il y a des fois de l'homonymie, donc c'est-à-dire plusieurs noms qui sont associés à plusieurs choses. C'est pour ça que vous avez Aplysia Linnaeus 1767. Donc si on veut être hyper strict et cohérent, quand on met un nom de genre, donc un taxon, un nom de genre, une famille, un nom d'espèce, on doit indiquer quelle est l'autorité qui a donné ce nom à cet individu ou à ce taxon. Et là, dans ce cas-là, c'est Linné, en 1767, qui a décrit le genre Aplysia. Et ça, c'est important parce qu'il peut y avoir aussi d'autres genres Aplysia qui ont été décrits dans la littérature, mais c'est pas du tout la même chose et aujourd'hui, ils ne sont pas acceptés, par exemple. Et ça permet aussi de retracer l'histoire des noms. Donc très très important. Et vous avez des synonymes, évidemment, parce que je peux vous assurer que la taxonomie, c'est le bazar. Et on a tout ça qui nous permet de savoir un petit peu d'où ça vient. Voilà. Donc avec évidemment là-dessus aussi toutes les sous-espèces, donc les espèces qui sont présentes dans ce genre. Donc c'est quelque chose de très 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 important pour nous les biologistes. Et je peux vous assurer que ça existe aussi pour d'autres types d'espèces, mais là on est surtout pour les espèces marines. Donc si maintenant par exemple on met Ekel, en plus il y a des espèces qui ont été nommées selon lui, évidemment pour lui donner pour le pour le pour la classe aussi. Hein. Non, je voulais pas mettre Ekelia. Voilà. Donc, mettons par exemple, j'ai juste envie d'en trouver une qui soit. Hein. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à en trouver? Bah, on va aller voir. Vous savez quoi? On va aller voir dans Radiolaria.
Hmm. Non, pas radio. Je sais pas si c'est un groupe accepté, Radio Laria, aujourd'hui. Ouais. Attendez, je vais aller essayer de trouver une espèce de radiolaire. Fao Daria, voilà, par exemple. Après, c'est possible que ce sont des choses surtout qu'on va trouver. Ah, voilà. Féodaria. Féodaria. Eh bien, quand je cherchais des affaires, vous allez voir, bah voilà, Haeckel, 1879, c'est lui qui a décrit Féodaria, le premier. Et en général, on a on va dire une consigne qui est que la première apparition du nom dans l'histoire est celle qu'on va retenir après. Et toutes les autres sont changées pour revenir à ce qui a été décrit en premier. Voilà. Et vous avez effectivement beaucoup d'informations là-dessus et toutes les ordres et toutes les espèces que vous avez là-dessus. Voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que moi je vous propose que du coup on en fasse une petite side card de tout ça. Hein? Ouais, ce serait pas mal quand même. Et j'ai oublié de bouger ça. Ah. Est-ce que ça va s'ouvrir? Est-ce que ça va pas s'ouvrir? Ah, c'est super, il n'y a rien qui fonctionne. Absolument rien qui fonctionne, c'est génial. Oh, mon ordi qui rame. Mais pourquoi? Oh, j'ai envie de canner des fois. Attendez, ouais. Alors, ouais, attendez, je sais ce que je vais faire. Oh, ça rame de ouf. Oh là 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 là. J'ai envie de canner. Stream project. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui va. Hein. Ça arrive, hein. Ça arrive fort. On va essayer ça comme ça, voilà. Donc si j'appuie là-dessus, normalement ça devrait ouvrir quelque chose. Voilà. Donc ça et ça. Ok. Donc, subject. On parlait de Ernst Haeckel. Est-ce que ça bouge? Voilà. Ernst Haeckel, donc chercheur. Donc, Monsieur Haeckel était un chercheur allemand. De la fin du 19e siècle. Oui, c'est ça, 19e siècle. Fin du 19e siècle, qui a beaucoup travaillé, en écologie. Voilà. Et qui a même, on va dire, qui a théorisé l'écologie. Je vais même dire ça comme ça. Qui a théorisé l'écologie moderne, parce qu'évidemment il y avait de l'écologie avant. Voilà. L'écologie moderne, incroyable. Donc quel intérêt? Évidemment, c'est que il a décrit beaucoup d'espèces. Il a décrit beaucoup d'espèces, notamment en lien avec l'expédition Challenger. Et donc il a beaucoup décrit avec l'expédition Challenger et a structuré, on va dire, la taxonomie. Voilà, donc le fait de classer les espèces en fonction de leur parenté écologique et évolutive. Sachant que je vais mettre un petit attention, produit de son temps. Voilà, dans le sens où évidemment il n'était pas tout jojo non plus, il y avait plein de choses qui n'étaient pas top, mais voilà, on en a déjà parlé. Voilà, donc ça je vais le faire ensuite en format carte que vous allez voir très bientôt aussi sur le Discord. Et nous allons lui donner une attaque et une défense évidemment. Donc pour ça nous allons lancer un D6. Attention, paf. Ouh, 6 d'attaque. Waouh. Ah oui, c'est beaucoup ça. Et en défense 4. Waouh, c'est une très grosse carte. Une énorme carte. 6 et 4 de défense, c'est quand même beaucoup. Donc cette carte-là va être faite dans le Discord des Chouettos. Vous aurez la possibilité de la voir aussi parce que c'est quelque chose qui va être public. Et évidemment, ce serait pas drôle si on ne l'attribuait pas
évidemment à quelqu'un du chat. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous êtes intéressé à avoir cette petite carte pour qu'elle ait justement votre nom, pour que vous puissiez rentrer dans le... Comment on va dire ça? Dans le jeu des Chouettos, parce que je rappelle que c'est un jeu de cartes que je suis en train de créer dans le but de l'éditer dans la vraie vie, vous allez pouvoir mettre point d'exclamation, euh, carte. Vous allez le faire donc. Durée du tirage, pas 10 minutes, non. 2 minutes. Attention, c'est parti. Dans le chat, vous pouvez mettre point d'exclamation carte. Dans le chat, si vous avez envie d'avoir votre nom qui est associé évidemment à cette carte, sachant que c'est juste pour la classe et pour le plaisir. Il n'y a évidemment aucune comment on peut dire ça, aucune obligation. C'est juste pour le plaisir, pour avoir son nom affiché dans le chat. Sachant que c'est aussi un jeu que nous allons pouvoir faire. Vous avez vu que j'ai mis des stats d'attaque et de défense, parce que ce sont des stats que nous allons utiliser pour quand on va faire des combats de cartes en mode Yu-Gi-Oh! Là, on a vraiment comment on peut appeler ça, le jeu de cartes à collectionner des Chouettos. Donc point d'exclamation carte, j'ai l'impression que pour l'instant personne ne le veut. Est-ce que c'est parce qu'il a des théories un petit peu particulières, le monsieur Heckel? Parce que je rappelle qu'il a fait quand même des très belles choses aussi. Hein, et ce n'est pas associé votre nom à quoi que ce soit, calmez-vous. C'est juste que c'est dans l'historique de ces side cards, c'est évidemment quelque chose qu'on proposait en utilisant des points de chaîne. Bon, donc du coup j'ai un peu modifié ça parce que c'est la vie. Et je propose ce petit projet-là. Donc si personne ne le prend, c'est pas grave, je changerai mon affaire. Je vous laisse encore 40 secondes. Voilà, donc Ekel, on a quand même appris des choses sur lui. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce que s'il a une vie très... comment on peut appeler ça, une vie pleine, en fait, on va dire. Donc voilà, on a aussi des choses à dire sur le boniste qui est quand même un petit peu, on va dire, décrié, hein, et à raison. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une personne qui a permis d'avoir beaucoup d'influence dans l'écologie. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Je te remercie, Toki, d'avoir apporté ce sujet dans les sidecards. Bon, eh bien, il n'y aura personne. Vous avez raté votre chance. C'est pas grave. Tant pis pour vous. Personne n'aura cette carte. Je clôt le tirage. Tant pis. Voilà. Eh bien, voilà. C'était pour aujourd'hui le petit instant océan. Je vous propose que nous allions ensuite terminer tout ça. Et on va continuer la suite du programme.